Bon. Alors, je vais essayer de présenter ça. J'espère que ça marche et que les esprits des PowerPoints marchent. Parce que moi, quand je fais des présentations avec des trucs multiples, normalement, ça... Bon. Alors, je vais vous présenter une chose très, très ethnographique qui, en effet, parle de la transnationalisation des religions afro-brésiliennes du Brésil au Portugal. C'est-à-dire, bon... une espèce de relation des religions afro-brésiliennes entre le Portugal, l'Afrique et le Brésil. Et je vais parler surtout des modes de socialisation d'identités différentes, d'efficacité symbolique, plus de croyances que de pratiques, plus de pratiques que de croyances, en effet. Et bon, branché dans ces cas des ethnographies au Portugal et au Brésil. J'ai pas mis des textes, j'ai mis des photos pour les gens qui ne s'y connaissent pas. Et bon, il y a plein de choses dont je vais parler, dont Arnaud a déjà parlé, puisqu'on travaille les deux sur la même chose. Et au Portugal, les religions afro-brésiliennes dont Arnaud vient de parler sont des religions qui ont en effet trois matrices religieuses, n'est-ce pas, mélangées. Les matrices des religions africaines traditionnelles, le catholicisme, amené par les Portugais, évidemment, les colonisateurs, et la pagelança, alors les pratiques des Indiens, des chamans indiens. Et selon les variantes, s'il y a un mot que je dis pas en bon français, vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, demandez-moi, parce que... alors, les pratiques, les différentes modalités des cultes afro-brésiliennes, des religions afro-brésiliennes, ont des différences, des fois majeures, des fois mineures, mais bon, elles sont tous branchées sur cette relation entre ces trois types de religions, sur la relation avec la nature, dont Arnaud en a parlé, sur les entités spirituelles, les orishas, qui sont ici en scène dans un terreiro tout près de Lisbonne. Alors là, vous avez quelques entités du candomblé, Oshun, Iemanjá, la divinité de la mer, Ogun, qui est la divinité de la guerre avec l'épée, Oshun est la divinité des eaux douces, des rivières, etc. Et voilà ici, Ogun aussi. Alors tout ça, c'est des images de candomblé, des entités du candomblé, que comme vous pouvez voir, sont très... marquante, très iconographique, très belle, dans le candomblé au Portugal. Le candomblé qui a été amené au Portugal. Parce que ces religions, évidemment, sont développées au long de siècles au Brésil, mais depuis les années 60, il y a tous les textes d'Henri Pedro, de Frigerio, etc., qui parlent de la transnationalisation de ces religions, depuis le Brésil pour les pays de Plata, Uruguay, Paraguay, etc., et depuis les années 70, basiquement après la révolution du 25 avril au Portugal, qui a amené la liberté religieuse au pays, elles ont commencé aussi au Portugal, parce qu'il y avait des immigrants portugais au Brésil qui ont été initiés au Brésil et qui sont revenus au Portugal, et alors ils ont amené, surtout des femmes, mais pas seulement, ont amené les cultes au Portugal. Alors maintenant vous avez plusieurs variantes des religions afro-brésiliennes au Portugal, mais surtout les deux variantes les plus connues, le candomblé Queto et la Umbanda, et aussi Jurema. Mais bon, ici ce qu'on voit c'est le candomblé pur, avec tous les traits que vous avez aussi au Brésil, mais toutes ces photos sont faites au Portugal, de mon terrain. Alors les terroirs, les trèves de candomblé, les initiations dans le candomblé, encore des initiations avec les différentes entités religieuses. Là, un culte de Jurema de guérison, en effet, avec la fumée de la Jurema. Et voilà là, une statue de Iemanjá, la déesse des eaux de la mer, à côté évidemment des saints catholiques, puisque les images sont vendues à côté des saints catholiques dans les magasins qui les vendent. Et maintenant ici, toujours au Portugal, je vous dirai quand on passe au Brésil, un shrine, oui, hôtel de Umbanda, qui sont toujours des hôtels très baroques, avec cet mélange de saints catholiques, avec les images des entités religieuses, des orishas, alors Iemanjá, etc. Mais vous voyez ici que l'ethnographie, cette iconographie est complètement catholique, non? Jésus-Christ avec l'Esprit Saint, et Santa Teresa, Saint Nossa Senhora de Fátima, Saint Antonio, bon, tous les saints, ici aussi pareil, avec les tambours. Et ici,
c'est l'image du Treiro. Treiro, c'est la maison de culte dont Arnaud a parlé. Le Treiro de Umbanda, le plus grand du Portugal, qui est à Braga. Braga est une ville au nord du pays, qui est censée aussi être la ville la plus catholique de Portugal. Et c'est aussi le coin où vous trouvez le Treiro d'Umbanda le plus grand. Tous les samedis, il y a plus de 300 personnes. Hein. Et comme vous voyez, Arnaud en a parlé un peu aussi. Bon, le candomblé, c'est très très africain, avec tous les sacrifices animaux. Bon. Et l'Umbanda, qui a commencé bien plus tard, au début du XXe siècle, est une religion très utilitaire avec beaucoup de marques empruntées du catholicisme et du spiritisme kardéciste. Alors, toute cette idée dont Arnaud a aussi parlé, l'idée de la charité, par exemple, je suis possédée et vous venez faire la consultation avec moi, comme vous faites avec un psychanalyste, excusez-moi de la comparaison. Et alors les gens viennent demander de l'aide à ces entités qui descendent sur le chevaux pour être aidés. Et bon, c'est un truc très kardéciste, et évidemment le kardécisme emprunte ces choses de plein de religions orientales, l'idée de l'esprit qui devient de plus en plus pur, qui devient l'esprit de lumière, parce qu'il fait la charité, il aide les autres. Alors ici, dans ce terrain de Umbanda à Braga, vous voyez, tout le monde est habillé blanc, dans le spiritisme il faut. Et après, bon, il y a... Ici, j'ai des images d'un peu partout au Portugal. Alors, par exemple, ici, c'est dans le culte de Jurema, l'Indien. Et ici, dans un autre culte, le preto velho, un esprit de preto velho, c'est-à-dire l'esprit du vieux esclave qui est un vieux. Alors, si je suis un preto velho, je vais faire comme cette dame, je vais marcher comme ça, avec l'aide d'une canne, etc., parler très baisse parce que je suis faible et vieille. Et ces entités, alors, vont donner des consultations. Vous voyez ici un preto velho, un vieux esclave, qui est incorporé et qui va donner la consultation aux autres. Ici, un caboclo, dont Arnaud a parlé, l'esprit des Indiens dans la forêt. Alors, il fait des gestes comme s'il avait des flèches qu'il tirait un peu partout. Ici, un caboclo qui donne la consultation. Alors, c'est très physique et très mimétique aussi, les expressions du corps. Ici, le malandro carioca, qui est chanté dans les chansons de Chico Buarque, je ne sais pas si vous connaissez. Une pombagira, alors une échouque qui aide les femmes surtout à résoudre les problèmes amoureux, sexuels, etc. Il y a vraiment dans ces différentes variantes des religions afro-brésiliennes, il y a un peu de tout. Il y a des esprits qui aident un peu à tout. Et bon, ici je vous montre seulement quelques des entités spirituelles qui viennent dans le candomblé et l'Umbanda au Portugal. Alors ce sont des entités, en effet, et je pense qu'Arnaud en a parlé aussi, qui, dans l'Umbanda surtout, elles fonctionnent comme des archétypes de la société brésilienne et de l'histoire brésilienne, c'est-à-dire l'histoire brésilienne formée à partir de l'esclavage, d'une société de seigneurs portugais colonialistes et les esclaves. Et alors ces archétypes ont à voir avec toute cette histoire et aussi avec ce que le Brésil est aujourd'hui, c'est-à-dire les esprits des esclaves, les esprits des Indiens, les esprits des malandros, comment tu traduis malandro en français, des malandrins. Je ne sais pas comment on traduit, c'est des gens qui trichent, qui essayent de faire des brouillards, non? Oui, bon, voilà. Des filous, ouais, plus des filous que des filous. Bon, voilà, alors, c'est pas pour ça que je dis, c'est des archétypes qui ont à voir avec l'histoire du Brésil et avec ce que le Brésil est maintenant. Et tandis que dans le candomblé, vous avez beaucoup plus ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire ces entités merveilleuses, tous habillés, très riches, comme Arnaud a dit, ça coûte la peau des fesses, on pourrait dire, pour acheter une de ces habits, pour être initié. Alors, dans le candomblé pur, ou le candomblé keto, bon, il faut avoir l'argent pour s'acheter ces habits et on descend, les entités descendent et les gens s'habillent comme ça, c'est vraiment grandiose, beau, etc. Tandis que dans la Umbanda, c'est bien plus facile du fait que les gens s'habillent juste comme ça et qu'après ils donnent les consultations et ils se sentent utiles. Alors, ce qui se passe au Portugal, c'est que plus que 89% des gens qui sont dans les terres Umbanda et candomblé, dans les religions afro-brésiliennes importées du Brésil, sont des Portugais. Ça m'a beaucoup étonnée quand j'ai commencé à travailler là-dessus il y a 15 ans, parce que je m'attendais
à cause de la quantité d'immigrants brésiliens qu'il y avait au Portugal, je m'attendais à trouver, bon, beaucoup de Brésiliens dans ce culte, non. Il y en a quelques chefs de culte, les pères et mères de sang, qui sont les pais images saintes, les gens qui touchent, comment tu dis, qui jouent les tambours. Et sinon, les autres gens, c'est tous des Portugais qui sont attirés pour cette altérité différente. Et les gens, bon, ça serait une autre communication, les raisons que les Portugais donnent pour être dans ces religions, mais sans doute que le fait que ce soit des religions de trans les attire beaucoup. C'est-à-dire, tout d'un coup, le samedi, je deviens cet être fantastique, je suis un orisha, ou je suis un Pretvel, je ne suis plus Clara, un Naobedi. Alors, ça attire beaucoup les gens. L'autre chose qui est intéressante aussi, du point de vue du Portugal, c'est que les dirigeants, les chefs du culte, ont toujours essayé depuis un bon moment de faire une connexion avec le reste de l'Europe. Parce qu'en effet, le Portugal a été utilisé et est encore utilisé comme un port d'entrée de ces religions en Europe. Mais il y en a maintenant partout en Europe des cultes afro-brésiliens. Alors il y a des chefs de culte qui ont essayé de créer des associations européennes, comme vous voyez ici. Il y a toujours cette mystification de la relation avec le Brésil. Vous voyez ici les tambours et les drapeaux. Ou avec Afrique, par exemple, celui-ci, ils ont le drapeau de Nigeria. Et par exemple, ça, c'est un journal, oui, un magazine, c'est journal. Ouais. Un journal qui est fait par une des associations de candomblé à Lisbonne, qui s'appelle Povo de Santo et Haché, alors Peuple du Sang et Haché. Haché est la bénédiction dans les régions afro-brésiliennes. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez le logo de cette association et du journal, vous voyez le Brésil, l'Afrique et le Portugal. Et je ne sais pas si vous savez, mais le Portugal, c'est tout petit. Alors, si on regarde le logo, ici, le Portugal semble comme que entière le Brésil, entière l'Afrique, ce qui n'est pas du tout vrai. Mais justement, c'est intéressant de l'analyser parce que le discours que le chef de culte fait sur ça, il dit, je traduis, regardez que c'est une trilogie, l'Afrique, le Portugal et le Brésil. Qu'est-ce qu'on veut incarner ici? Que le Portugal a eu une grande importance dans la délocation des religions africaines au Brésil. Bon, ça c'est un discours très très lusotropicaliste, très Gilberto Freire, qui a été le connu sociologue brésilien, mais c'est très intéressant parce que les chefs de culte au Portugal qui n'ont jamais lu Gilberto Freire ont aussi ce discours de cette relation spéciale entre l'Afrique, le Portugal et le Brésil. Bon. Alors, maintenant c'est là que j'espère que ça marche, parce que je veux vous mettre à entendre deux ou trois trucs. Tu peux mettre le son? Oui. Alors, on va juste voir ces 10 secondes. La danse de Obu. C'est à Lisbonne, ça. Et maintenant, ça c'est Osho. Alors ça, c'est deux petits morceaux de mon travail de terrain dans un terreiro qui n'existe plus puisque la main sainte, la dame qui est là, est tombée amoureuse d'un pasteur mormon. C'était la fin. Et alors, juste pour qu'on puisse passer au côté du Brésil, je voulais vous montrer ça. Alors, je pense que vous avez reconnu, c'est des rythmes très très africains. Et là, au nord du Portugal, dans le terreiro d'Umbanda, ce qu'on a, c'est ça.
portugais, mis à part Anglo et Cyril. Mais bon, c'est tous des Portugais qui chantent avec l'accent brésilien, parce que c'est le modèle. Et ici, c'est dans le Trail d'Umbanda Nord. Alors, je pense que vous avez pu bien voir les différences entre le candomblé exporté et l'Umbanda, qui a vraiment une relation avec le catholicisme. Au fond, il y a le Jésus-Christ et encore une fois l'Esprit Saint et tous les saints. Alors, les Portugais se sentent très attachés à Umbanda, parce que bon, comme dit Frigério, ça fonctionne comme une espèce de pont cognitif entre le catholicisme et le candomblé. Alors, il y a des traits de candomblé, mais il y en a encore beaucoup plus d'Umbanda au Portugal. De toute façon, candomblé ou Umbanda, il y en a pas mal au Portugal. J'ai compté la dernière année plus de 40 dans tout le pays, on est un pays petit. Et les Portugais sont en effet attirés pour ces entités, comme beaucoup de Spirituels, qui n'ont rien à voir avec l'imaginaire portugais, mais qui ont à voir avec l'imaginaire brésilien. Alors, ces entités brésiliennes sont exportées du Brésil au Portugal. Ok? Alors, ça, c'est la première vignette. Maintenant, je passe à la deuxième. Qu'est-ce qui se passe quand le contraire fonctionne aussi? C'est-à-dire quand des archétypes portugais sont exportés au Brésil. Là, je ne m'attendais pas du tout, mais c'était il y a déjà quelques années. Je faisais du travail de terrain à São Paulo, qui est une énorme métropole. Et j'ai trouvé un terrain où les entités qui descendent au Brésil sont des esprits portugais. Alors, je vais et en lieu de faire le rituel avec le son des tambours, qui est normal dans les cultes afro-brésiliens, on fait les rituels au son de Amália Rodrigues, qui est une connue chanteuse de fado, qui est aussi un genre musical portugais qui parle de la mélancolie, de la saudade, c'est-à-dire comment tu traduis saudade? Ça se traduit pas. Qui parle des malheurs, qui parle du sébastianisme. Moi, je dois dire, je suis née pile dans le centre de Lisbonne, à côté du château, mais je déteste le fado. Je trouve ça très mélancolique, mais tous les Portugais et tous les touristes adorent le fado. Alors, ce qui se passe, alors là, on va voir si ça marche. Je vais enlever ça, mais je ne sais pas comment. Et de ça, il y avait échappe non, si je fais échappe, je crois que ça ne marche pas. Bon. Ok, alors, les rituels à São Paulo dans ce trail ont lieu avec ce chant comme ça. C'est le fado de Malta. Uma casa portuguesa fica mais, com edifícios sobre a mesa, e se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com gente. Fica bem, esta franqueza fica bem, e compra nunca de gente. Alors, en revenant sur le PowerPoint, qu'est-ce qu'il y a là? De quoi elle parle? Elle parle des maisons portugaises et des qualités des Portugais. Et ici, j'ai mis en dessin de Raulino, qui est un architecte de l'État nouveau, d'origine de Salazar, qui en effet faisait pas seulement le dessin, mais l'architecture des maisons qui étaient censées être des maisons de campagne faites en ville. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de l'histoire du Portugal, mais le régime de Salazar était très ruraliste. Salazar pensait que le pays devait continuer petit, pauvre, mais joyeux, selon ce qu'il pensait évidemment. C'était en effet un pays très pauvre, mais tout l'idéal du Portugal petit, de la petite maison de campagne, tout ça, ça fait partie de beaucoup de ce qui est chanté dans le fado de Uma Casa Portuguesa, une maison portugaise d'Amália Rodrigues. Bon. Et en effet, avec ça viennent d'autres stéréotypes, d'autres archétypes de ce qui était le Portugal, qui sont des archétypes toujours vivants en ce moment au Brésil. Alors, dans ce terrain à São Paulo, j'ai trouvé évidemment les hôtels normales des maisons de candomblé umbanda, la mélange habituelle avec les saints portugais, catholiques et les choses brésiliennes. Vous voyez ici toute cette iconographie très baroque. Iemanjá, Saint Estevão et tous les saints, Saint Lazaros, mélangés avec les caboclos et les noirs. Par exemple, ici, c'est l'hôtel des pretos velhos, des noirs, des esclaves noirs. Ici aussi. Ici, par exemple, hôtel. C'est hôtel que je veux dire, non? Pas hôtel. Hôtel des caboclos, les Indiens, ici aussi. Après, ceux de la ligne d'Orient, parce que c'est un terrain qui fait les deux candomblé et umbanda. Et après, il y a
l'hôtel des Portugais, des esprits portugais. Alors évidemment, vous avez la Notre-Dame de Fatima, qui est une icône de l'identité religieuse portugaise. Vous voyez ici, en close-up, avec le Saint-Antonio aussi, ici à gauche. Le Saint-Antonio, Saint-Joan, alors Saint-Jean, Saint-Antoine, et après toute notre iconographie qui a à voir avec les archétypes portugais. La dame qui vient du Minho, qui est une Provence au nord, le Gão de Barcelos, qui est aussi attaché à une légende du Portugal. Ici, la Verdadeira Vinhota, encore des autres. Et voilà, ici, c'est le rituel qui a lieu dans le terrain, ici. Seulement, au lieu d'avoir la disposition habituelle avec les tambours et les gens qui entrent en transe, etc., vous avez la même chose, seulement avec le chant de Amália que vous avez entendu, celui-là et les autres, la table qui est dressée avec les couleurs du Portugal, comme vous voyez, le rouge et le vert, la fumée. Alors il y a un mélange de scénarios entre les choses des religions afro-brésiliennes et des choses portugaises. Le toucher la tête dans le sol, c'est très des religions afro-brésiliennes. Et ben ici, le pai de santo, le chef du rituel, le fait, mais habillé avec des coutumes de Ribatejo, qui est une région à côté de Lisbonne. Vous voyez ici. Et après, il rentre en transe, évidemment, sous le regard du coq de Barcelos. Et ici, on voit les entités portugaises qui font des consultations dans l'Umbanda aux gens qui viennent. Par exemple, ici, c'est un monsieur qui vient, une entité spirituelle qui vient de Trás-os-Montes, c'est-à-dire du nord-est du Portugal, et qui, évidemment, après, ils utilisent tous les stéréotypes. Ils boivent beaucoup de vin, ils mangent du pain. Ici, c'est aussi une autre dame qui vient aussi du Nord, une entité qui donne une consultation. Ici, vous voyez la dame avec le foulard du Minho, parce qu'elle est l'esprit d'une minhota qui donne la consultation. Ici, le monsieur avec l'autre bonnet qui vient de Ribatejo, qui est aussi les habits typiques de Ribatejo. Alors, j'ai mis la carte du Portugal ici, vous voyez le Trás-os-Montes, c'est quoi ici, dans le nord-est, à côté d'Espagne. Le Minho, c'est ici aussi, ça fait aussi frontière avec Galiza. Et Ribatejo est le coin ici autour de Lisbonne, avec beaucoup de champs, surtout pour l'élevage des vaches et le mâle des vaches, des taureaux pour les touradas, pour les cours de taureaux, voilà. Et ça, c'est justement l'image de la Verdadeira, le traje typique du Minho, qui est devenu aussi une icône nationale d'identité du Portugal et qui est là dans ce rituel à São Paulo. Et voilà, et le rituel continue, il danse. Après toutes les consultations qui sont faites, il danse. Le corridinho, qui est aussi censé être une danse folklorique du Portugal. Et bon, et ça continue jusqu'à tard. Par exemple, les bougies qui sont allumées ont aussi elles-mêmes les couleurs du Portugal. C'est toujours le rouge et le vert parce que c'est la relation avec le Portugal. Et voilà. Alors, ça c'était l'ethnographie que je voulais vous montrer. Maintenant, j'ai quelques questions. Beaucoup de questions. Parce que, bon, on peut faire des lectures très simples de tout ça. Évidemment, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous ces esprits, ces entités spirituelles brésiliennes qui attirent les Portugais. C'est sans doute une des raisons qui amène les Portugais à ces cultes. C'est cette attraction pour des identités extraordinaires, surnaturelles, qu'ils peuvent avoir tout de suite. Par exemple, les gens disent beaucoup, ah, c'est très bien dans ces cultes, dans ces religions, j'ai pas à parler avec le prêtre, je peux faire directement, tout d'un coup, c'est pas moi, c'est l'orisha Oshun, c'est l'esprit d'un vieux esclave qui va aider les autres, je fais la charité, j'aide les autres, c'est très bien. L'autre chose qui attire aussi beaucoup les gens, dont Arnaud en a parlé aussi, c'est l'aspect de la guérison, le fait que ces cultes sont très utilisés aussi pour des fins thérapeutiques. Alors, mais le fait est que les Portugais sont attirés vers ces religions dont ils n'en avaient pas entendu parler jusqu'à 40 ans. Bon, là, il faut faire un parenthèse. Évidemment que le Portugal connaissait des
des cultes et des éléments africains. On était un pays directement et sérieusement envolvé dans l'esclavage et dans le trafic d'esclaves. Alors Lisbonne, au XVIe, XVIIe siècle, avait évidemment une population de Noirs. Je ne sais pas si vous connaissez Lisbonne, mais par exemple, là à côté du Bairro où il y a tout le quartier qui s'appelle Poço dos Negros, le puits des Noirs. Et on sait pourquoi, parce qu'ils habitaient par là et ils étaient jetés aussi là quand ils mouraient. Bon, enfin. Alors, c'est pas que les gens, et par exemple Roger Sansi-Roca et d'autres anthropologues ont écrit beaucoup là-dessus, sur la relation que les Portugais avaient avec les mandingues, avec les cultes et les éléments aussi thérapatiques africains. Mais ceci dit, les terreiros, conceptualisés en tant que terreiros, et officiellement maintenant établis comme des associations religieuses sous la loi portugaise de liberté religieuse, sont en fait d'aujourd'hui. De l'autre côté de l'océan, c'est le contraire qui se passe. Et évidemment, j'ai tout de suite demandé pourquoi vous cultuez les esprits portugais en lieu des caboclos, des pretos et tout ça, que c'est ce qui se passe normalement au Brésil. Bon. En effet, il y a plusieurs terreiros, au moins à São Paulo, mais aussi à Rio, où il y a des entités portugaises qui descendent. Mais des fois, c'est des esprits juste des marins, ou même des esprits censés être des marins très connus, comme Vasco da Gama par exemple, qui des fois descendent. Bon, et il y a aussi une variante des cultes afro-brésiliens, Tambor de Minas du Maranhão, au nord-est du Brésil, qui a les enchantés et qui a aussi beaucoup d'entités spirituelles qui sont des esprits des anciens rois du Portugal, notamment le Dom Sebastião, le roi qui est censé être disparu à Alcácer Quibir dans une bataille et qui a il est disparu, il est mort et ça a amené le Portugal à une crise parce que les Espagnols évidemment sont venus et ont occupé le pays pendant 2 siècles. Alors, c'est-à-dire, c'est pas juste ce terreiro où ça arrive, mais ça arrive ici, dans ce terreiro à São Paulo, d'une façon très très organisée. Tous ces hôtels, toute cette descente, et dans l'Umbanda, tout est très organisé. C'est vraiment une discipline très à la militaire. Et par exemple, dans les três d'Umbanda, pareil au Portugal comme au Brésil, par exemple, on dit, ils ont même un calendrier, on dit cette semaine, on a une gira, un rituel de caboclos, alors c'est les caboclos qui descendent. La semaine prochaine, ça va être une gira de pretos velhos, alors c'est les esprits des esclaves qui descendent. Et dans ce trait, ils sont toujours dans le calendrier, une fois par mois, la gira de portugais, des esprits portugais. Il y a aussi des traits où il y a des multiples possessions, dont Arnaud parlait, où descendent les esclaves et après descendent les caboclos. Bon, il y a un peu de tout, c'est très divers. Mais de toute façon, pour conclure, ce que je voulais dire, c'est, bon, il y a toute cette attraction des Portugais pour cette altérité des entités spirituelles brésiliennes, et de l'autre côté de l'océan, il y a l'attraction des Brésiliens pour ces archétypes du Portugal, qui en effet sont cristallisés. Le Portugal a quand même changé. Hein. C'est-à-dire, c'est pas qu'on n'aime plus le fado, oui, mais je veux dire, l'image de la Lavradeira do Minho et tout, bon, c'est vraiment un archétype très très relié à cette folklorisation de ce qui était le Portugal pendant tout le régime de Estado Novo. Évidemment que si on commence à regarder la relation sociale que ces traits ont, le monsieur qui dirige ce trait, celui qui était habillé en ribachano, est descendu? Non, comment on dit? Non, pas descendu. Ses grands-parents étaient portugais, ok? Alors, oui, c'est descendance, ouais. Alors, il continue cette idée de la liaison mythique avec le Portugal, qui est un Portugal qui n'existe plus, mais qui est dans sa tête, parce que c'est le Portugal dont il a entendu parler par ses grands-parents. Et quand je demande aux gens au Brésil pourquoi ils y vont, ils disent « Ah, parce que ces entités portugaises, elles sont bien plus fortes que les entités brésiliennes dont on a l'habitude. Et alors, ils nous aident beaucoup plus, et ils peuvent nous aider beaucoup plus, surtout sur le plan de la guérison, des problèmes physiques, mentaux, etc., etc. Alors bon, il y a cette translationalisation qui va des deux côtés,
et qui attire les gens. Je pense pas seulement parce qu'il y a l'altérité, c'est pas juste ça, mais je crois que c'est parce que ça a à voir avec des archétypes de ce que les gens pensent, qu'en effet le Brésil, l'histoire du Brésil idéal, bon, idéal de quelle façon, puisqu'il y a des esprits des esclaves, il y a des esprits des cabocles, bon, les esclaves c'était pas vraiment quelque chose d'idéal, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, cette idéalisation d'un archétype d'un pays portugais qui n'existe plus, mais qui est toujours là et qui est cultivé. Bon.